Bonsoir à tous. Aujourd'hui, on va commencer avec le membre inférieur et avec la première partie, qui est la vue globale. Donc, la, la complication, la complication pour ceux qui viennent de commencer avec l'anatomie. Et, hmm. Donc, je demanderai à tout le monde de fermer leur micro. Merci. Donc, la complication pour l'anatomie, c'est que si vous n'avez pas eu de cours de biologie avec schéma, la première complication pour vous, ça va être de comprendre le schéma. Donc, ici, nous avons un schéma, il faut toujours se référer à la légende. OK? Vous voyez que c'est figure 6.1, limite supérieure du membre inférieur. Dans le schéma, nous avons plusieurs couleurs. Alors, cette couleur-là, qui est à peu près gris-marron, ça désigne l'os. OK? Tandis que cette couleur-là de bleu givré, ça correspond, quand c'est à une extrémité osseuse, ça correspond au cartilage. Et quand vous voyez que ça relie deux parties du même os ou encore deux os différents, ce sont des ligaments. Là, nous avons des ligaments, comme on voit ici, on appelle ça le ligament sacro-tubéral. OK? Nous avons un ligament ici aussi. OK? Ici, un ligament. Et comme on voit, là, on va voir les limites supérieures du membre inférieur, on va visualiser cette limite. Il y a montré là, on va visualiser cette limite-là par une ligne rouge. Donc, vous devez regarder le schéma et en même temps lire le texte. OK? Donc, je vous ai envoyé le texte en format PDF. J'espère que tout le monde l'a eu. On commence donc par l'introduction. Le membre inférieur est directement attaché au squelette axial par l'articulation sacro-iliaque. Du moment que vous êtes arrivé sur un mot nouveau, il faut chercher la signification. Ça, articulation sacro-iliaque veut dire. Si une articulation, c'est un mode d'union. Donc, c'est quelque chose le mode d'union des os, c'est quelque chose qui relie les os entre eux. Donc, on a dit articulation sacro-iliaque, ça veut dire que vous avez le sacrum ici et l'os iliaque. Et ici, vous avez donc l'articulation sacro-iliaque. Donc, c'est ce qui va attacher directement le squelette le squelette du membre inférieur au squelette axial. OK? Donc, le membre inférieur est directement attaché au squelette axial par l'articulation sacro-iliaque et par de solides ligaments, voici les solides ligaments, OK, qui unissent l'os coxal, on voit bien que c'est l'os coxal, OK, au sacrum. Donc, le sacrum est directement relié. Le sacrum est directement relié à, attendez, je dois admettre déjà, donc le sacrum est directement relié à l'os coxal par une articulation et indirectement par l'intermédiaire de ligaments, de puissants ligaments. OK? Le membre inférieur est séparé. Alors, et là, français a une petite complication et que faut comprendre, j'ai envie de dire. Donc, quand on vous donne une liste, il va y avoir une certaine chronologie dans la liste. Mais avec Sico qui s'arrête. On vous dit que le membre inférieur est séparé de l'abdomen, hein,
du rachis 2 et du périnée 3 par une ligne continue. Ok. Donc, nous avons, comme je l'avais dit, nous avons la ligne continue ici qui est en rouge. Et cette ligne continue constitue la frontière entre le membre inférieur et trois parties du tronc. En avant, nous avons, en avant et latéralement, nous avons l'abdomen. En arrière, nous avons le rachis. Et entre les deux cuisses, nous avons les parties molles entre les deux cuisses qui sont le... Donc, si vous regardez ce texte-là, vous allez voir que comme il y avait trois parties, abdomen, rachis et périnée, vous verrez que le texte a aussi trois parties, trois points. Ok. Donc, on continue. Le membre inférieur est séparé. Si nous remettons, c'est parce que je suis en train d'admettre des gens. Donc, c'est bien d'être à l'heure pour que je ne refasse pas, que je n'arrête pas le cours pour admettre les gens. Donc, il est séparé de l'abdomen, du rachis et du périnée par une ligne continue. OK? Et on va parler de cette ligne continue. D'abord, on va parler de la partie abdominale de la ligne continue. Ensuite, on va parler de la partie du rachis de cette ligne continue. Et en fin de compte, on va parler de la partie périnéale de cette ligne continue. Donc, on y va pour la partie abdomen. Donc, on a dit que cette ligne rouge, okay, elle s'étend du tubercule pubien. Donc, là, chercher dans le schéma, voici le tubercule. Voilà où c'est écrit tubercule pubien. Donc, si on continue avec la ligne, si bah, ça, et c'est le tubercule pubien. Donc, la ligne rouge, elle part du tubercule pubien, ok, à l'épiniliaque antéro-supérieur. Ça, ok, épiniliaque antéro-supérieur, ok, et il y a bon, une petite précision. On vous donne une petite précision sur ça. Donc, du tubercule à l'épiniaque antéro supérieur et entre parenthèses, on a mis insertion du ligament inguinal. Autrement dit, le tubercule pubien ici et l'épiniliaque antéro supérieur représentent les insertions du ligament inguinal. On se rappelle, le ligament, c'est la partie bleutée que vous voyez ici. OK? Après ça, après que le fin rivé, ça a longé le ligament inguinal, ok, on repart de l'épine iliaque antéro-supérieure, on dit, et se continue le long de la crête iliaque, ok, jusqu'à l'épine iliaque postéro-supérieure, ok, et cette partie, la ligne rouge, elle sépare le membre inférieur des parois antérieures et latérales de l'abdomen. Donc, antérieur, c'est ça qui est devant, latéral, c'est ça qui est sous-côté. Ok? Donc, un petit bail que m'a rajouté pour nous. Donc, ici, nous avons la ligne médiane. OK? Tout ce qui s'écarte de la ligne médiane, on va appeler ça latéral. Tout ce qui se rapproche, on va appeler ça médial. OK? Donc, nous avons la ligne médiane. Ce qui est en dehors de la ligne médiane, on va appeler ça latéral. Par exemple, ça, cette partie de l'os, elle est latérale et cette partie de l'os est médiale. OK? Donc, on a dit que ça, cette ligne-là sépare le membre inférieur de l'abdomen. Autrement dit, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que de ce côté-là, nous avons le membre inférieur et de ce côté-là, nous avons l'abdomen. Ça, c'est la première partie de la ligne qui se réfère à l'abdomen.
Mais on avait dit qu'il y avait trois parties de cette ligne. Une partie abdominale, une partie du rachis et une partie périnéale. Donc, maintenant, après deuxième partie, la partie du rachis. Donc, on était au niveau de l'épine iliaque postéro-supérieure. OK? Donc, cette ligne va descendre entre le massif iliaque postérieur, ici, OK, et la face dorsolatérale du sacrum. C'est pour cela que la ligne ici, elle est en... Si vous regardez bien, vous allez voir que la ligne n'est pas aussi foncée que ici, parce que ça représente la ligne qui passe en arrière de l'os. On va dire que j'ai une question. Hmm, oh, je vois pas la question. OK, donc je continue. Donc, la deuxième partie, c'est la partie en rapport avec le rachis. OK? Elle descend entre le massif, donc ici, on parle de la ligne l'épine postéro-supérieur. OK? Descend entre le massif iliaque postérieur et la face dorsolatérale du sacrum. Donc, on est bien en arrière, c'est ça que, ouais, ligne, là, n'est pas aussi rouge que l'autre là. OK? Et ça arrive jusqu'au coccyx. OK? Et ça sépare le membre inférieur des muscles de spinaux, ça veut dire des muscles de la colonne vertébrale. OK? Donc, bon, ici, c'est en arrière. Ça va représenter le, le membre inférieur, tandis que de l'autre côté, c'est le rachis. On continue. La troisième partie de la ligne sera en rapport avec on part d'ici, donc ce sera en rapport avec le périnée. Et la troisième partie, ça va rejoindre le bord, ça va rejoindre le bord interne de la tubérosité ischiatique. OK? On est ici. OK? La branche, on remonte ischio-pubienne et la symphyse, et on arrive ici à la symphyse pubienne. OK? Et on retrouve le fameux tubercule pubien. Et cette partie-là va donc séparer le membre inférieur du périnée. Donc, si nous imaginez que t'es un chien là, donc nous avons un membre inférieur là, on aurait eu le périnée avec les organes sexuels et à côté là, on aurait eu l'autre membre inférieur. OK. Merci pour ceux qui m'ont dit qu'ils suivaient le cours avec quelqu'un d'autre. Mais nous sommes au niveau universitaire. Merci c'est pas la peine de vous présenter. Utilisez les messages pour si vous avez des, pour si vous avez des questions. OK? Donc, c'est pas la peine de vous présenter. Merci beaucoup. OK? Donc, on a fini avec la première partie. Vous allez voir que dans le livre, on a mis, pour se référer à ce paragraphe-là, on a mis la figure 6. Il y a qui j'en a fait qu'on est quelqu'un a fait étudier, vous devez maintenant revoir le schéma et en regardant le schéma, vous devez pouvoir réciter le texte. Ouais. Mais nous pas obligés de faire mot à mot. Donc, qu'est-ce qu'on voit maintenant? Le schéma dit c'est la limite supérieure du membre inférieur. Autrement dit, qui s'est séparé membre inférieur du tronc. Et nous connaissons l'inglan il y a trois parties. En première partie qui est abdominale, OK? En deuxième partie qui se réfère au rachis et
en troisième partie qui va se référer au, attendez, au périnée. OK? Donc, troisième partie ici pour le périnée. Et on continue. Maintenant, on va parler des régions anatomiques du membre inférieur. Donc, le membre inférieur comporte, sanguin, OK, la région glutéale en arrière, OK, la région glutéale, la région crurale aux cuisses, OK, la jambe et le pied. La division en régions dépend des principales articulations et des repères cutanés précis. Et donc, ça veut dire que suivant articulation, vous avez la hanche, vous avez le genou, et plus bas, vous avez la cheville. Donc, c'est ça qui va limiter les régions. Mais on a dit aussi des repères cutanés. Pour que ça, on va préciser ça. On retourne à la définition des régions. Donc, la région glutéale, on peut appeler, avant on l'appelait fessière. Elle est postérolatérale, ici, et puis, faut aller sur côté. On se rappelle, bord ça, c'est le bord latéral, et ce bord-là, c'est le bord médial. Le bord latéral, et ici, on a le bord médial. Le bord qui est le plus proche de la ligne médiane, c'est le bord médial. Bon. Donc, on était à la région glutéale. Elle est postérolatérale, située entre la crête iliaque et le pli cutané inguinal, qui détermine la limite inférieure de la cuisse, de la fesse. C'est ça que fait, on te dit repère cutané. Donc, vous avez pour la région glutéale, la crête iliaque forme ce qu'on appelle la taille. OK? Donc, voilà. Il ne faut pas confondre avec la hanche. Moi, qu'on a qu'on a le couturière, surtout les filles, vous allez voir la différence, vous connaissez la différence entre le tour de hanche et le tour de taille. Donc, la région fessière, il commence à la taille, qui est la crête iliaque, et puis on tire repli en bas, le pli fessier ou le pli glutéal, qui vont, pardon, donc déterminer la région glutéale. Et ça fait que je dis que la division en régions dépend des principales articulations et des repères cutanés précis. Parce que pour la région glutéale, on va se référer à un, un repère cutané. Après la région glutéale, plus bas, on a la cuisse. La cuisse de sa partie antérieure. Attendez. La cuisse de sa partie antérieure. 2 minutes. Allô? Oui. Ça va bien, oui. Alors, désolé pour ce contretemps. Donc, on était arrivé au niveau de la cuisse. OK. Donc, la cuisse de sa partie antérieure est située entre le ligament inguinal. On se rappelle le ligament inguinal. OK, c'est justement cette structure qui relie le tubercule pubien à l'épine iliaque antéro-supérieur. Donc, on a repris les deux racines du ligament. OK, le tubercule, attendez, j'ai perdu mon pointeur. Et, OK. Donc, excusez, la cuisse, tellement de personnes à admettre. La cuisse de sa partie antérieure est située entre le ligament inguinal, donc on reprend les 2 points d'insertion du ligament inguinal et l'épine antéro-supérieure, et c'est donc là que commence la cuisse en haut.
OK? Et l'articulation du genou en bas. OK? L'articulation de la hanche est située juste en dessous du tiers moyen du ligament inguinal. Donc, ça veut dire que le ligament inguinal, on va le séparer en trois parties. OK? On le sépare en trois parties et chaque partie constitue un tiers. Donc, le tiers qui est le tiers qui est le plus extérieur du ligament inguinal, on va parler du tiers latéral, puisque le tiers qui est le plus en dedans, OK, on va parler du tiers médial, OK, et entre les deux, on va avoir le troisième tiers qui sera le tiers moyen. Donc, au la mi-temps ligament inguinal, c'est là qu'on va retrouver l'articulation et l'articulation de la hanche. OK? Et on continue. Ça, on était en avant, tandis que en arrière, la cuisse est beaucoup plus petite en arrière qu'en avant, puisque la partie postérieure, elle commence par la région inguinale. Donc, sa partie postérieure est située là où finit la région fessière, donc, c'est-à-dire le pli inguinal et le genou. Maintenant, la jambe, c'est beaucoup plus simple à partir de la jambe. La jambe est située entre le genou et la cheville, tandis que le pied, lui, va prolonger la cheville. Là, on voyait les régions anatomiques du membre inférieur. OK? Maintenant, on va voir les zones de transition. Donc, on avait vu un petit résumé, on avait vu la limite supérieure, OK, du membre inférieur. Ensuite, on avait vu les différentes régions. Maintenant, on va voir des zones qui sont assez importantes et qui sont justement les zones de transition. Alors, qu'est-ce que nous avons comme pour les zones de transition? Nous avons premièrement le trigone fémoral qu'on appelait avant le triangle Scarpa. Quelle est la différence qui existe entre un trigone et un triangle? Un triangle, c'est une figure qui a le triangle est une figure qui n'a que deux dimensions. OK, la hauteur et la base. Tandis que le trigone, c'est un triangle, il y a un relief. OK? Donc, quand il y a un relief, on va parler de préférence de trigone. Et lorsque nous parlons d'étudier, nous parlons que il y a plusieurs là-dedans. Tandis que l'ol plate net, on parle de triangle. Donc, le trigone fémoral, comme dit le livre, OK, c'est une dépression. Donc, le trigone fémoral, la fausse mobilité et je reprends dès le début. Le trigone fémoral, encore appelé triangle de Scarpa, que nous avons ici, OK? La fausse mobilité, on retrouve le même artifice que le ligne rouge. Nous voyons que la fausse mobilité, il est en jaune, mais il n'est pas aussi visible. Parce que ça, son artifice pour montrer que fausse mobilité, c'est en arrière. Ça, c'est une vue antérieure, mais la fausse mobilité est en arrière. OK? Ça fait mettre le pal comme ça. OK? Donc, le trigone fémoral, la fausse mobilité et la face postéro-interne ici de la cheville sont des zones importantes de transition traversées par des structures vasculaires, donc les vaisseaux, artères et veines, structures nerveuses des nerfs et tendineuses essentielles. Et you fin by, on tient introduction de trois régions ça, Kounia, ok, you balwe yun de l'autre, ok. Donc, on commence par le trigone fémoral. Le trigone fémoral est une dépression, c'est-à-dire on croule,
OK, on se rappelle des qu'on dit trigone, ça veut dire que il gain et l'hydrorelief. C'est un triangle qui a justement un relief. OK? Donc, je dis en dépression, un creux. Des fois, en anatomie, quand on veut parler de creux, on va parler de concavité, c'est creux. Et si ça forme une bosse, on va parler de convexité. Donc, on peut parler de dépression, de concavité et euh, le contraire, ce serait une convexité. Attendez, on dit que j'ai une question. Bon, je le redis encore, c'est pas la peine de me dire avec qui vous suivez le cours. Ce cours-là, il est enregistré et il sera disponible à la fin du cours sur ma page YouTube ma page s'appelle Philippe Desmarques. Je vous enverrai le lien. OK? Donc, le trigone fémoral est une dépression en forme de forme pyramidale. Je vous demanderai la prochaine fois de venir à l'heure, parce que chaque fois pour me camper, pour ma tête monde. Donc, est une dépression de forme pyramidale formée par les muscles de la région proximale de la cuisse et par le ligament. Donc, ici, en haut, nous avons les ligaments et là, dans chaque bord et dans le fond, vous allez avoir des muscles qu'on verra plus tard. Bon, par contre, qui j'avoue me dire encore, ce n'est pas la peine de vous présenter. Vous me faites interrompre le cours pour voir c'est quoi le message. OK? Et vous vous présentez. C'est pas la peine. Merci. On fera les présentations à la fin. À la fin du cours, vous allez ouvrir vos caméras, puis je pourrai voir vos jolis minois. Complètement. OK. Donc, je continue. Plutôt, je reprends. Le trigone fémoral est une dépression de forme pyramidale. OK? Donc, son creux, qui a la forme d'une pyramide. OK? Formé par les muscles de la région proximale de la cuisse et le ligament inguinal qui constitue la base du trigone. Donc ici, ouais, au bon triangle, donc vous avez une grande base, c'est le ligament inguinal. OK? La vascularisation majeure du membre inférieur est l'un des nerfs essentiels du membre inférieur, qui est le membre fémoral, venant de l'abdomen, pénètre dans le trigone fémoral en passant sous le ligament inguinal. On se rappelle, on avait dit que ces régions-là, c'était des zones de transition. Donc, on a décrit, c'est la vue globale, pour amuser un peu, on va décrire ça de façon plus détaillée lorsqu'on verra cette région spécifiquement. Donc, il y a tout cité trigone fémoral, il y a de quoi il est fait grosso modo, et surtout, comme on avait dit, que ça représentait des zones de transition, ok? Donc, on vous dit qu'est-ce qui passe là-dedans, ok? Et bah, de tout que bon morceau. Ok? Deuxième chose, c'est la fausse mobilité, ici, est située à la partie postérieure du genou. Il y a une forme de losange délimitée par les muscles de la cuisse, de la jambe. Les principaux vaisseaux et nerfs passent de la cuisse à la jambe à travers la fosse. Et donc, on verra ça. Quand ils passent en arrière, ils sont protégés par le genou. Et ensuite, on finit. La plupart des nerfs et des vaisseaux et des tendons qui vont de la jambe au pied passent justement par une série de canaux regroupés sous le nom de canal tarsien à la face postéromédiale de la cheville. Les canaux sont formés par le squelette et le rétinaculum des fléchisseurs, en gros mots, on verra c'est quoi, qui maintiennent les tendons en place. OK? Maintenant, on a fini avec la première partie qui était l'introduction.
on continue avec une autre partie, c'est la fonction du membre inférieur. Donc, fonction, et j'ai regardé le livre d'unité fonction avec S. Donc, il y a plusieurs fonctions pour le membre inférieur. Première fonction, c'est support. Donc, première fonction, c'est support du poids du corps. La fonction primaire du membre inférieur est de supporter le poids du corps avec un minimum de dépenses énergétiques. Ça veut dire que il permet de camper, mais il faut le faire en sorte que le wap camper ou pas dépenser trop d'énergie. En position verticale, le centre de gravité est situé en avant du bord antérieur de la deuxième vertèbre sacrée. Donc, deuxième vertèbre sacrée, il y a S2. Et, et il représente là, OK, au niveau du pelvis. OK, là, c'est le pelvis. La ligne verticale. La ligne verticale, c'est-à-dire les hanches et les genoux étant en extension, OK, tracé à partir du centre, donc c'est de cette ligne-là qu'on parle, tracé à partir du centre de gravité est légèrement postérieur, regardez, donc on commence de haut en bas, OK, est légèrement postérieur aux articulations des hanches, OK, donc il est ici, c'est légèrement postérieur pour les articulations des hanches, et antérieur aux articulations du genou ici et de la cheville. Cette ligne-là se projette au niveau du sol, donc privé ici, OK, se projette au niveau de la surface presque, donc au sol, de la surface presque circulaire, OK, formée par, cette surface circulaire est formée par les pieds sur le sol. Maintenant, vous songez, nous t'ai parlé de, et ça doit, position debout, en fonction, faut consommer le moins d'énergie. Donc, petite phrase qui va expliquer ça, qui va et confirmer ça le dos, les ligaments de la hanche et des genoux et la forme des surfaces articulaires, notamment des genoux, permettent le verrouillage de ces articulations en station verticale, réduisant la dépense énergétique musculaire qui serait nécessaire au maintien de la position verticale. Donc, son gros bagage compliqué au dos, c'est-à-dire qu'en fin de compte, ligament, comme on avait vu sur le schéma, c'était représenté en bleu, OK, pas gain énergie là-dedans. Ce sont pas, ils vont pas se contracter, ils vont pas se relâcher. C'est un peu élastique, purité. Et style élastique, ça, il va le verrouiller lorsque mon a campé. Il dit, il va le verrouiller, il va bloquer articulation, position verticale. Et comme il n'y a pas gain, ils ne peuvent pas se contracter, donc ils ne vont pas dépenser de l'énergie. OK? Ce verrouillage-là, ce blocage des articulations en position debout, OK, il est très développé chez certains animaux qui sont au bas de l'échelle alimentaire. Par exemple, si vous regardez la gazelle, euh, le zèbre, tout et tout, OK, ces animaux-là, ils n'ont pas qu'à permettre tête yo, pour yo dormir couché. Parce que sinon, le lion, le guépard, tous ces prédateurs-là, ils vont le manger rapidement. Donc, faut dormir debout. Et l'or abdomen ou supposé qu'à reposer, parce que est ou pas reposer, il n'est pas bon, surtout pour les animaux, ça, si on pas bien reposé, ok, les prédateurs vont les manger. Donc, ce verrouillage-là est beaucoup plus et au niveau des herbivores, ok, que au niveau du lion. Le lion, lui, même pas de monde qui peut l'attaquer le lion. Donc, il doit coucher. Chose pour l'être humain, ok? Il y a personne qui va vous attaquer, donc vous dormez couché. Sauf que, il y a aussi deux zones, je me demande si on ne devrait pas dormir
debout comme ces animaux. Donc, on a fini avec la première partie de la fonction qui était le support, ok, le support du poids du corps. Maintenant, deuxième fonction que nous prenons, ouais. Fermez votre micro, s'il vous plaît. OK. Donc, fermez le boulot. Merci. Et deuxième fonction, c'est la locomotion. On est que, justement, le membre inférieur, ça sert à la marche, donc la locomotion. Donc, une seconde fonction majeure du membre inférieur est de permettre au corps de se mouvoir dans l'espace. Cette fonction implique la participation. Donc, cette fonction implique la participation des mobilités de toutes les articulations du membre inférieur pour poser le pied sur le sol et assurer le mouvement du corps par rapport au pied. Les mouvements de la hanche sont la flexion. Alors, qui mouvement de l'articulation, ça on est lors de la hanche. Donc, les mouvements de la hanche sont la flexion, l'extension, l'abduction, l'adduction, les rotations médiales et latérales et la circonduction. Donc, on donne pour la hanche. Et ou bien tout mouvement ça ici que vous représentez. Donc, on va essayer de faire mouvement. Ok? Et si vous regardez bien, là, vous avez deux mouvements de la hanche. Dans ce mouvement-là, le bassin est fixe. OK? Ah, bon, petit problème, oui. Les retardataires, désolé pour nous, je ne peux pas avoir plus de 100 participants. OK? Donc, tout ça qui est en retard, OK? Tout ça qui est dépassé, qui va le dépasser, une fois que je vais arriver à 100, je ne pourrai plus admettre de personnes dans le groupe. OK? Demandez pour m'acheter l'autre code pour ça, moi, on connaît si m'a dépensé comme pour ça. Donc, on y va. Donc là, vous avez les mouvements de la hanche et ici, vous avez deux mouvements de la hanche. Dans ce mouvement-là, le bassin est fixe. Et lorsque vous faites l'abduction, ouais, c'est pieds à cap sorti dehors, cap rentré. Tandis que ici, la cuisse est fixe. Et à ce moment-là, c'est bassin cap monter, descend. Ok? Si vous allez sur ma chaîne YouTube, vous allez voir tous ces mouvements. Il y a un mannequin vivant qui a fait tous ces mouvements-là. Au niveau du genou, bon, c'est très simple. Le genou, ce sont les articulations charnières. Les mouvements du genou sont principalement la flexion et l'extension. OK? Tandis que au niveau de la hanche, au niveau de la cheville, nous avons la dorsiflexion. C'est lorsque vous faites un mouvement vers le dos du pied et la flexion plantaire lorsque vous faites le mouvement vers la plante des pieds. OK? Donc, les mouvements de la cheville sont la dorsiflexion et la flexion plantaire. Éléments anatomiques, pardon, c'est pas élément anatomique. Maintenant, lors de la marche, au cours de la marche, on a parlé de la locomotion. De nombreux éléments anatomiques du membre inférieur contribuent à réduire les modifications du centre de gravité. Donc, et si ça que on trouve, OK? Et à quoi ça sert? C'est ça qui fait que lorsque c'est ça qui fait que lorsque on a marché avec un verre en main, OK? Nous ka marcher sans de l'eau à pas tomber, même si plein, verre à plein. Parce que justement, j'ai un dos, OK, au cours de la marche, de nombreux éléments
anatomiques du membre inférieur contribuent à réduire les modifications du centre de gravité. Si nous pas de ça, nous pas jamais qu'à marcher à faire plein de liquide, plein de l'eau. OK? Il réduit ainsi la quantité d'énergie. Il réduit ainsi la quantité d'énergie nécessaire pour assurer la marche et une déambulation efficace et régulière. Ces variations sont la bascule du bassin, OK, dans le plan frontal. OK, c'est là, je montre ça ici. Tu vois ça? La bascule du bassin dans le plan frontal. La rotation du bassin, OK, ici, les deux flèches. La rotation du bassin dans le plan horizontal. OK? Ce qui fait que le wap avance ses pieds, là, ou avance ses pieds droite en avant. Ou bien en rotation, OK, interne de la hanche droite et rotation externe de la hanche gauche. OK? Et si nous regardons bien, derrière viré à droite. Ça fait le monde a marché, derrière là, il viré de droite à gauche. Et plus derrière gros, plus mouvement vient amplifier. Ça fait que le regard film marché, OK? Derrière le vire, puis plus que le regard garçon, parce que fille, il y a plus graisse en derrière. OK? Et c'est pour cela que les fesses s'orientent beaucoup plus pour les filles que pour les garçons. Donc, on continue. Les mouvements des genoux sont là. Les mouvements des genoux vers la ligne médiane, la flexion des genoux et les interactions complexes des hanches, des genoux et les chevilles. OK? Donc, ces variations. Donc, je reprends tout le paragraphe pour vous parce que c'est m'oblige de camper en plusieurs fois pour moun camper pour les retardataires. OK, donc, au cours de la marche, de nombreux éléments anatomiques du membre inférieur contribuent à réduire les modifications du centre de gravité. C'est ce schéma-là. OK? Ils réduisent ainsi la quantité d'énergie nécessaire pour assurer la marche et une déambulation efficace et régulière. Ces variations sont ici la bascule du bassin dans le plan frontal, la rotation des deux flèches rouges qui montrent ça, la rotation du bassin dans le plan horizontal, les mouvements des genoux vers la ligne médiane, ça fait que vos pieds se dirigent vers la ligne médiane, la flexion des genoux et les interactions complexes des hanches, des genoux et des chevilles. OK? Ainsi, lors de la marche, le centre de gravité du corps ne se déplace pas plus de 5 cm à la fois dans le sens vertical et latéral. Donc, ça serait la stabilité de la marche. Maintenant, on va continuer avec, c'est la vue globale. C'est pour ça qu'on n'a pas pris une vision globale d'ensemble du membre inférieur. Donc, nous allons voir maintenant les éléments anatomiques. Donc, éléments anatomiques, première partie qu'on va voir, c'est le squelette et les articulations. Les os de la région glutéale. OK? De la cuisse sont l'os coxal et le fémur. Donc, l'os coxal ici et le fémur. La tête fémorale en forme de sphère, il va voir bien. La tête fémorale en forme de sphère et l'acétabulum forme l'articulation de la hanche. OK? OK? Le fémur est l'os de la cuisse. Son extrémité distale forme une articulation portante majeure, l'extrémité distale ici. Donc, pour les os longs des membres, deux extrémités, ça qui est à proximité du tronc de la racine du membre, il appelé l'extrémité proximale, et ça qui est à distance, il appelé l'extrémité distale. Donc, son extrémité distale forme une articulation portante majeure qui s'articule avec le tibia au niveau du genou.
Donc là, le fémur, il s'articule avec le tibia et nous grosse articulation. Ça crée l'articulation portante majeure, parce que c'est la donne que peut passer tout le poids du corps. OK? Donc, cette extrémité distale s'articule aussi en avant avec la patella, qui est le plus grand os sésamoïde, OK? Du corps, et est incluse dans le tendon quadricipital. OK? L'articulation entre le fémur et le tibia est la principale articulation du genou. Mais, voilà. La principale articulation du genou, mais l'articulation entre le fémur et la patella partage la même cavité. On verra ça de façon plus détaillée. Au début, nous prenons l'impression que nous ne pouvons pas trop comprendre toute la bagaille. OK? Et c'est normal parce que vous venez de commencer. OK, je suis en train d'admettre déjà. OK? Bien que, bien que les principaux mouvements du genou soient la flexion et l'extension, l'articulation du genou a aussi des mouvements de rotation. Ça ne se voit pas tellement. OK? A aussi des mouvements de rotation du tibia par rapport au fémur. La rotation contribue au verrouillage du genou lorsqu'il est en extension complète, notamment le monde campé dans la station debout. Donc, on a fini avec ce segment-là. On a vu la hanche, on a vu le squelette du fémur. OK? La jambe comprend deux os. Le tibia en situation médiale. OK? Donc, ici, nous avons situation en dedans médiale. OK? Donc, le tibia en situation médiale est plus important que la fibula qui est latérale. Le tibia est l'os porteur. C'est pour ça qu'il est peut-être que fibula, elle ne participe pas à l'articulation du genou et forme la partie externe de la cheville. Nous, il est juste ici. GPA qui est en dehors, c'est la fibula. OK? À son extrémité supérieure, la fibula s'articule avec la face inférolatérale, OK? De la tête du tibia, ici. Voilà, donc, appelée cette articulation, articulation tibio-fibulaire supérieure. Le tibia et la fibula sont unis sur toute leur longueur par une membrane interosseuse, une membrane qui entre les deux os interosseuses, OK? Et à leur extrémité distale, l'articulation tibio-fibulaire inférieure qui autorise une mobilité légère entre les deux os. OK? En règle, en anatomie, du moment que ouais, que yo parle d'un bagay, yo dit telle chose, et puis yo dit supérieur, c'est que automatiquement, c'est parce que gon inférieur. Sinon, yo tape dire simplement articulation tibio-fibulaire. Du moment que tu commences à dire articulation fibulaire supérieure, fatalement, faut déjoindre une articulation fibulaire inférieure. OK? Qui autorise une mobilité légère entre les deux os. Et les surfaces distales du tibia et de la fibula délimitent une cavité profonde, ce qu'on appelle la mordaise, la baisse. Ici. OK? La cheville est formée par cette cavité et par un os du tarse. On appelle le talus. Le talus parce que c'est la forme d'un petit monticule. Attention aux faux amis. Le talus, c'est pas l'os du talon. OK? Le talus, c'est l'os qui est au-dessus. Il semblait antitalus, antimonticule, ça fait le talus. Donc la cheville est formée par cette cavité et par un os du tarse, le talus, qui comble la cavité. OK? La cheville a son maximum de stabilité en dorsiflexion. On a fini avec la jambe et la cheville, maintenant on voit le pied. Les os du pied comprennent les os du tarse. Donc, on a les os du tarse. Okay? Les métatarsiens, ici, et les phalanges.
Les 7 os du torse sont disposés en 2 rangées, avec un os intermédiaire entre les 2 rangées sur le bord médial. Le bord médial, c'est du côté du pouce. OK? Donc ici, vous avez les 7 os du torse. Vous avez les 2 rangées, rangée postérieure et rangée proximale et rangée distale. Et entre les deux, vous avez un os intermédiaire. OK? L'inversion et l'éversion du pied sont obtenues par la torsion du pied portant la plante du pied en dedans pour l'inversion. Donc, le navire pied pour plat pied nous garder soit en dedans. On appelle ça l'inversion, tandis que le nous lever bord pied, le bord, le bord latéral du pied pour essayer de faire plein de pieds garder sous dehors, on appelle ça l'éversion. OK? Ce sont des mouvements qui se situent dans les articulations situées entre les os du torse, tout bail, ça. Ce sont des articulations entre les os du torse. Et ça permet ces mouvements. OK? Heureusement, des mouvements ça, sinon, nous pas qu'à marcher sous côté côté gain roche. C'est à terre plate seulement de qu'à marcher. Donc, le pied va se déformer pour ainsi dire, pour épouser la surface du sol. Les articulations tarso-métatarsiennes unissent les os du tarse, on parle de ça, unissent les os du tarse et les métatarsiens permettent des mouvements réduits de glissement. Les mouvements indépendants des métatarsiens sont limités par le ligament pardon, ligament métatarsien transverse profond qui unit les têtes métatarsiennes distales au niveau des articulations métatarso-phalangiennes. Donc, articulation entre le métatarse, le métatarsien et la phalange, vous voyez ça, donc, articulation métatarso-phalangienne. OK? Et vous avez un ligament qui peut relier toute tête, ce qui fait que pied a pas gaillé, si pas de ça, depuis où t'as pon bagay, pied a t'as gaillé net. OK? Donc, ça donne une stabilité au pied. Il y a un métatarsien pour chacun des 5 orteils et chaque orteil a 3 phalanges actuellement, à l'exception du gros orteil qu'on appelle encore la luxe, qui n'en a que 2. Les articulations métatarso-phalangiennes permettent la flexion, l'extension, l'abduction des orteils. Mais la mobilité est plus réduite qu'au niveau de la main. Parce que la main, c'est l'organe de l'appréhension. Est-ce que le pied, c'est pour la locomotion? Donc, faut une certaine stabilité. Ce qu'on gagne en stabilité, on perd en mobilité. OK? Les articulations interphalangiennes. OK? Ici, vous avez les articulations interphalangiennes. OK? Permettent la flexion, l'extension, l'abduction et l'adduction des orteils. La grille des orteils, on ne met pas autant que la main. OK? Les articulations interphalangiennes, pardon, sont les articulations de charnière qui permettent simplement la flexion et l'extension. Les os du pied ne sont pas dans un seul plan, donc pas plates, sauf OK? Ne sont pas dans un seul plan qui leur permettent de reposer à plat sur le sol. Les métatarsiens et les os du tarse forment 2 arches. OK? Longitudinales, donc d'avant en arrière, longitudinale, et de médial à latéral. OK? Donc, c'est une arche transversale. L'arche longitudinale sur le bord médial du pied. OK? Donc, ici, vos orteils, sur le bord médial du pied est plus grande et plus prononcée. OK? Est-ce que là, nous avons l'arche longitudinale sur le bord latéral, ouais, est moins prononcée. Les arches sont souples et sont maintenues par des muscles et des ligaments. Elles absorbent et transmettent les forces durant la marche et la station debout. Donc, on avait dit qu'on allait voir l'anatomie, OK? Et on allait voir l'anatomie et on les sections ça, éléments anatomiques. On avait dit que ces éléments anatomiques, ils étaient formés des os et des muscles. On a fini avec la partie squelette.
Maintenant, on va voir les muscles. Donc, les muscles de la région glutéale de la fesse sont de façon prépondérante des extenseurs, des rotateurs et des abducteurs de la hanche. En plus, leur action sur la cuisse, le bassin étant fixe, ces muscles contrôlent les mouvements du bassin liés à la fonction du membre inférieur, soit autant d'appui, soit autant de suspension durant la marche. Donc, les muscles de la fesse, OK, ils participent à la marche. Donc là, on voit les muscles de la fesse. Par qui plus superficiel, c'est le grand glutéal, et puis qui est surtout extenseur, et puis vous avez les rotateurs avec un plan profond. OK? Et ce sont ces muscles-là, OK, qui permettent de faire certains mouvements. Les principaux muscles fléchisseurs de la hanche, muscle iliopsoas que l'on montre avant, muscle grand psoas et muscle iliaque, ne s'insèrent pas dans la région glutéale ou à la cuisse, mais viennent de la paroi postérieure de l'abdomen et passent sous le ligament inguinal pour se fixer à l'extrémité supérieure du fémur. Donc, pour la flexion, et ou un muscle qui pas taché sous bassin, les os du bassin. OK? Donc, c'est une partie du muscle psoas iliaque. Les muscles de la région. Bon. OK. Maintenant, on a fini avec les muscles de la région glutéale, la zone du bas à la cuisse. On va distinguer donc trois compartiments. Compartiment antérieur, compartiment médial et compartiment postérieur. OK? Donc, trois compartiments musculaires. Le compartiment médial, on va retrouver des adducteurs de la cuisse. Donc, adducteurs, c'est de la hanche. C'est muscle qui permet de fermer cuisse. Donc, les adducteurs de la hanche. En la loge antérieure, on va trouver les extenseurs du genou, très pratique pour sauter, mais aussi très pratique pour shooter lors du football. Et postérieur, les fléchisseurs du genou. La plupart des muscles du compartiment médial agissent sur la hanche. OK? Les muscles du compartiment postérieur, qu'on appelle les fameux ischio-jambiers, agissent comme des extenseurs de la hanche, mais au niveau du genou comme des fléchisseurs, car ils s'insèrent à la fois sur l'os coxal. Alors, j'étais, oui, ils s'insèrent à la fois sur l'os coxal et les os de la hanche. Donc, et ces muscles-là vont ponter deux articulations, on les appelle aussi muscles biarticulaires. Les muscles du compartiment antérieur, quadriceps fémoral, sont essentiellement des extensions du genou. Les muscles, donc le fait squat, vous musclez les muscles du compartiment antérieur du genou. Les muscles de la jambe sont divisés en trois compartiments latéraux, ok? Et donc, ils sont au niveau de la jambe, le schéma qui est là, ok? Compartiment latéral, fibulaire, antérieur. Le compartiment latéral qu'on appelle encore fibulaire, le compartiment antérieur et postérieur. Et il y a deux à peu près fonctions, toutes muscles dans chaque compartiment. OK? Les muscles du compartiment fibulaire sont des élévateurs du pied, donc ça veut dire qu'ils vont porter la plante du pied en dehors. Les muscles du compartiment antérieur fléchissent dorsalement, ils permettent de mettre sous point de pied et éteindre les orteils. OK? Tandis que les muscles du compartiment postérieur, euh, non, non, excusez. Les muscles du compartiment antérieur fléchissent dorsalement le pied, avec la permettre de marcher sous talon et éteindre les orteils, tandis que les muscles du compartiment postérieur permettent la flexion plantaire active du pied et la flexion des orteils. C'est eux-mêmes qui permettent, c'est eux-mêmes qui permettent de marcher sur la pointe des pieds. Un de ces muscles peut aussi fléchir le genou parce qu'il est biarticulaire par ses attaches, ok, supérieures du fémur. Des muscles spécifiques de chacun des trois compartiments de la jambe fournissent des supports dynamiques aux arches des pieds.
Donc, on dit, ouais, H, il y en a donne, donc, ça va des muscles qui font genre que le pied apparaît des plats. Ces muscles, les muscles situés entièrement dans le pied, donc on va parler des muscles intrinsèques, parce que les dans le pied modifient les forces et les fonctions des tendons allant aux orteils venant de la jambe. Ils assurent un support dynamique de l'arche longitudinale lors de la marche, particulièrement lors de l'élévation du corps en avant sur le membre d'appui juste avant que les orteils quittent le sol. On verra ça de façon plus détaillée lorsqu'on verra la manche. Donc, rapport avec les autres régions. Donc, le membre inférieur, quel rapport qu'il a avec les autres régions? Rapport, ok, à la différence du membre supérieur où la plupart des éléments neurovasculaires vont du coup au membre supérieur à travers un unique chemin, nous parlons de ça qui est la cavité, la région axillaire. Au membre inférieur, il y a 4 entrées et sorties principales. Ok? Entre le membre inférieur, l'abdomen, le pelvis et le périnée. Donc, nous avons le premier espace, l'espace entre le ligament inguinal ici et l'os coxal. Comme il y a plus de qui passe là dans flèche à pivot. Vous avez ensuite la grande incision ischiatique. On verra qu'il sera séparé en deux petits pertuis, deux petits orifices. OK? Et par le muscle piriforme. Ensuite, en bas là, vous avez le canal obturateur, ok? Et en arrière, tout petit là, la petite incision ischiatique. Donc, ça, c'était un rapport avec, ok, avec le tronc. Maintenant, on va de façon plus détaillée, ok? Abdomen. Le membre inférieur communique directement avec l'abdomen par l'espace entre l'os coxal et le ligament inguinal. Les éléments concernés sont les muscles, le grand psoas et le muscle iliaque qu'on avait vu, donc l'iliopsoas, ok, et le muscle pectiné, nous devons l'enchaîner avant, ok. Les nerfs, le nerf fémoral et les rameaux fémoraux du nerf génitofémoral et les nerfs cutanés. Okay? Dès qu'on vous dit que le nerf est cutané, c'est qu'il est essentiellement sensitif. Ok, il y a une sensation parce que la peau donne la sensation. La peau n'a pas de mouvement propre. Donc, du moment qu'un nerf va au niveau de la peau, là, il y a une sensation dans le territoire de la peau, dans le territoire du nerf au niveau de la peau. Et le nom du nerf, il y a tout metté cutané là-dedans. Ensuite, vous avez les vaisseaux, artères et veines fémorales et les lymphatiques. L'espace entre l'os coxal et le ligament inguinal est une zone de faiblesse de la paroi abdominale. Okay? On peut noter des protrusions anormales du contenu de la cavité abdominale vers la cuisse. C'est ce qu'on appelle les hernies, la hernie fémorale. Ce type de hernie survient habituellement au niveau du passage des vaisseaux lymphatiques à travers le canal fémoral. Autrement dit, la hernie, c'est lorsque les testicules de l'homme descendent pour aller dans les bosses, ça crée un passage qu'on appelle le canal inguinal et malheureusement, ok, intestin qui a sorti l'abdomen et passé là-dedans et bon, ça veut dire hernie en créole, maclouclou. Le pelvis, les éléments anatomiques contenus dans le pelvis communiquent avec le membre inférieur par deux orifices principaux. Ok, en arrière, les vaisseaux et les nerfs et les muscles communiquent avec la région glutéale par la grande incision ischiatique. Ça veut dire que tout ça qui est dans là, par l'intermédiaire de la grande incision ischiatique, ok, il va aller en arrière et on va les retrouver dans la région glutéale au niveau de la fesse. Ok? C'est ça qui fait que nous, des éléments anatomiques contenus dans le pelvis, donc ici, communiquent avec le membre inférieur par deux orifices principaux en arrière ici. Les vaisseaux, les nerfs et les muscles communiquent avec la région glutéale par la grande incision ischiatique. Okay? Et qui ça? Vous avez le muscle piriforme, le nerf sciatique et le nerf glutéo supérieur et inférieur et le nerf pudental.
les vaisseaux suivants, les artères glutéales supérieures et inférieures, et leurs veines satellites, ainsi que l'artère pudentale interne. Artère pudentale sont artères qui va aller dans les organes génitaux pudeurs. OK? Le nerf sciatique est le plus volumineux nerf périphérique du corps et constitue le nerf principal du membre inférieur. En avant, OK? Donc, il n'y a pas ici. Le nerf obturateur et les vaisseaux obturateur saute du pelvis à travers le canal obturateur. Ce canal est formé par la partie haute du foramen obturé. Donc, c'est ça, le foramen obturé. OK? Il est obturé par la membrane obturatrice. OK? Qui ferme la plus grande partie. Mais qui est un petit canal tout petit là, c'est le canal obturateur. Vous avez le foramen obturé qui est fermé par la membrane obturatrice, mais qui est un petit pertuis qui est le canal obturateur. OK? Au niveau du périnée, maintenant, rapport avec le périnée, les éléments anatomiques contenus dans le pelvis communiquent avec le membre inférieur par deux orifices principaux. OK? En arrière, les vaisseaux et les muscles communiquent avec la région glutéale. OK? Et ce sont les éléments anatomiques allant du périnée vers la région glutéale. On va voir qu'il y a un tas de, on va voir, il y a un tas de muscles qui tâchent ici et qui prennent derrière. OK? Et l'élément le plus important est le tendon du muscle obturateur. Le nerf et l'artère du périnée, et ça les artères pudentales internes et le nerf pudendal interne, sortent du pelvis par la grande, donc il va sortir là, par la grande incision, OK, ischiatique, et pénètre dans la région glutéale. Il dit, ah, région glutéale, ça, n'est pas bon pour moi, et ça retourne, OK, dans le périnée en contournant l'épine ischiatique ou l'épine sciatique et le ligament sacro-épinier, OK? Et par l'intérieur de la petite incision ischiatique. Donc, on verra ça après pour les flèches. Parce que, donc, il rentre là, il y a le derrière, il contourne l'épine ici et puis retourner là pour aller au niveau du périnée. Donc, ça, c'est le rapport avec le périnée. Les points clés. Et après cléa, il y a un petit genre barbare. Donc, l'innervation par les nerfs spinaux, OK? Donc, qui sortent de la colonne vertébrale. On se rappelle, on a deux types de nerfs, les nerfs spinaux et les nerfs crâniens. Donc, l'innervation du membre inférieur se fait par les nerfs spinaux, lombaux et sacraux. L'innervation motrice et sensitive du membre inférieur est assurée par des nerfs périphériques issus des plexus lombaux et sacral, venus des parois postérieures par de l'abdomen et du pelvis. OK? Ces plexus sont formés par les rameaux antérieurs des nerfs spinaux L3, L1 à L3 et par la plupart des rameaux de L4, de L4 à S5. OK? Ils vont former ce qu'on appelle le plexus sacral. On est très bien que le map dit comme ça, nous pas comprendre ni bien parce que vous connaissez pas, mais on va voir ça beaucoup plus en détail. On s'appelle, c'est la vue globale. OK? Les plexus. Ce qui s'appelle plexus, ça y est, sont un paquet de nerfs qui viennent des têtes ensemble. Donc, ça forme un entrelac. OK? Une espèce de réseau. Donc, ces plexus sont formés par les rameaux antérieurs des nerfs spinaux de L1 à L3 et par la plupart des rameaux de L4 pour le plexus lombal. Tandis que de L4 à S5, donc branche qui sortit au niveau de la quatrième lombaire à la cinquième sacrée pour le plexus sacral. Les nerfs venus des plexus lombal et sacral destinés aux membres inférieurs comportent des fibres, mon grand c'est mal tête, je suspecte ça, comportent des fibres issues de la moelle spinale de L1 à S3. Les nerfs des segments sacraux les plus inférieurs innervent le périnée. Okay? Les nerfs sortent de l'abdomen
et du pelvis à travers des différents orifices, les foramen et pénètrent dans le membre inférieur. On a vu tous les orifices au niveau de la grande incision ischiatique, la petite, le canal obturateur. Une conséquence de cette innervation est que les nerfs lombaux et les nerfs sacraux peuvent être testés cliniquement par l'examen du membre inférieur. De plus, les signes cliniques tels que douleur, sensation de fourmillement, paresthésie et fibrillation musculaire liées à l'atteinte des nerfs spinaux, par exemple par une hernie discale intervertébrale, ou, mes amis, à la débiométrie, de la région lombale se manifestent au niveau du membre inférieur, les dermatomes. OK? Les dermatomes du membre inférieur, donc il y a ici, il y a là, les dermatomes du membre inférieur sont illustrés par la figure 6-16. Les régions peuvent être testées, ok, par l'étude des sensibilités cutanées. Autrement dit, là où on montre un schéma, côté il y a plusieurs couleurs. Okay, et chaque représente territoire là. Et l'homme moyen, si on est sensible, vous savez, vous avez affaire à quel nerf. Par exemple, si on a une douleur là, on connaît c'est tel nerf qui atteint. OK? Donc, ces dermatomes sont au niveau du ligament inguinal, L1, à la face externe de la cuisse, L2, à la partie inférieure et médiale de la cuisse, L3, OK? Au bord médial de la luxe, L4, donc c'est ça qu'il y a montré. Bon, on va continuer parce que de toute façon, m'a posé une question sur ça, ça fait pas réel en partie programme, c'est trop compliqué. Donc, les mouvements articulaires spécifiques sont utilisés pour tester les myotomes. Dermatome, c'est pour la sensibilité. Myotome, c'est pour la motricité. Par exemple, la flexion de la hanche est contrôlée par les racines de L1 et L2. L'extension du genou est contrôlée principalement par L3 et L4. La flexion du genou est contrôlée essentiellement par les racines L5 et S2. Nous parlerons de tout bagage. Ça, au pita, n'a compris plus bien. Et lorsqu'on fera le plexus ovale, lombo-sacral. La flexion plantaire du pied, donc c'est tout ça qu'on vous montre. Et la hanche, c'est L1, L2. Flexion du genou, c'est L3, L4. Et donc, flexion du genou, c'est L5, S1. Tandis que extension du genou, c'est L3, L4. OK? Flexion plantaire, S1, S2. Nous avons, OK? Là, nous avons les principaux nerfs et leur territoire cutané. OK? On avait vu les territoires cutanés à partir des racines des nerfs. Là, ce sont les territoires cutanés à partir des nerfs terminaux des plexus. Et je n'insiste pas sur ça. OK? Donc, chacun des muscles du groupe musculaire principal du membre inférieur, euh, donc chacun des muscles du groupe musculaire principal du membre inférieur est innervé par un ou plusieurs des nerfs principaux issus du plexus lombar. Ainsi, les muscles de la région glutéale, donc les muscles de la fesse sont innervés par les nerfs glutéaux supérieurs et inférieurs. La plupart des muscles du compartiment antérieur de la cuisse sont innervés par le nerf fémoral, à l'exception du tenseur du fascial lata qui est innervé par le nerf glutéal supérieur. Nous pas besoin de nous mettre l'île, nous pas besoin d'étudier ça. Lorsque vous allez voir les muscles après, et nous allons que ça va venir plus facilement. La plupart des muscles du compartiment interne sont innervés essentiellement par le nerf obturateur, à l'exception du pectiné, qui est énervé par le nerf fémoral, et d'une partie du grand adducteur qui est énervé par le nerf sciatique. La plupart des muscles du compartiment postérieur de la cuisse, de la jambe, ainsi que de la plante du pied sont énervés par le rameau tibial du nerf sciatique. Ok, Christian qui fait compter. Christian, c'est à la fin du cours que tu viens. Félicitations. OK? Donc, les compartiments antérieurs et latéraux de la jambe et les muscles du dos du pied sont énervés par le nerf fibulaire commun. On verra ça. On avait vu territoire cutané des racines des nerfs. Là, vous avez territoire cutané, OK, des nerfs. OK?
Donc, le nerf fémoral, il nerve la peau antérieure, de la face antérieure de la cuisse et de la face médiane de la jambe, ainsi que le côté médial de la cuisse. C'est ce que le nerf obturateur, c'est en dedans qu'on va le retrouver. Il innerve la face médiale de la cuisse et le nerf tibial, branche de division du nerf sciatique, innerve les deux faces de la cheville et du pied. Donc, je n'insiste pas. OK, ça, si nous voulons nous mettre l'île, mais nous capables pas l'île, nous carreau l'île après, lorsqu'on verra le plexus lombar, lorsqu'on verra la jambe, si je ne me trompe pas, ou bien la cuisse. Et donc, ceux qui ont du courage, vous pouvez dire, les autres, nous avons en dessous. OK? Rapport maintenant avec les os, le nerf fibulaire commun ici. OK? Le rameau du nerf sciatique venant de la fosse poplitée contourne le col de la fibula pour pénétrer dans la jambe. Ce nerf peut être comprimé contre l'os juste au-dessous de l'insertion du tendon du biceps fémoral sur la tête de la fibula. C'est ici. À ce moment-là, le nerf est très vulnérable et peut être lésé par de nombreux traumatismes ou comprimé par un plâtre qui va vous donner une boiterie particulière qu'on appelle le stépage. Et la dernière radiographie, les veines superficielles. Se rappeler que la veine, c'est un vaisseau qui ramène le sang de la périphérie vers le cœur. Donc les grosses veines situées dans le fascia sous-cutané superficiel, OK, sont parfois distendues. Ça va donner des varices qu'on verra plus. Ces vaisseaux sont aussi utilisés pour les réparations vasculaires. Par exemple, si vous avez un problème coronaire, vous pouvez prendre des grosses veines, donc, situées dans le fascia sous-cutané, OK, pour faire une coronoplastie. Les veines superficielles les plus importantes sont la grande et la petite veine saphène qui naissent de l'extrémité latérale et médiale de l'arcade veineuse dorsale du pied. Donc, les veines, ça part du bas de distal approximatif. Ça fait donc que ces veines-là, ce sont les petites veines qui vont donner les grosses veines. OK? Donc, les veines superficielles les plus importantes sont la grande et la petite veine saphène qui naissent des extrémités latérales et médiales. Attendez, j'ai encore des personnes qui me disent, oui, OK? Ensuite, vous avez la grande veine saphène remonte à la face médiale, donc c'est ça qu'on monte ici, OK? Et la petite veine saphène passe par derrière. Bon, donc on a fini pour aujourd'hui. Je félicite ceux qui viennent entrer maintenant. On a fini. Donc, comme je vous ai dit, et qu'on pas qu'être bagaille dans ça que n'a bien l'impression que nous pas qu'à comprendre, c'est normal parce qu'il fallait bien commencer par quelque chose et tous les mots vous sont nouveaux. Mais nous allons un peu, au fur et à mesure qu'on verra ça de façon beaucoup plus détaillée, ok, n'a compris. Donc, je vais finir là pour aujourd'hui parce que c'est le premier dans un, bah, avec trois fois pour nous, en gros. OK, mais ça fait quand même une heure que j'ai fait pour le cours. Donc, je donne rendez-vous à lundi pour qu'on puisse continuer. Donc, nous avons, j'ai plusieurs assistances ici. Donc, ceux qui sont en port de paix, vous continuerez, je vous enverrai ce genre de vidéo la veille. Et parce que ceux qui sont à Port-au-Prince, la semaine prochaine, je serai là pour faire un présentiel. Je rentre à Port-au-Prince le 19. Pardon, vous ne serez pas là. Donc, c'est à partir du 19 que je préfère le présentiel. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions? Non? Donc, je vous enverrai le lien, OK, vous devez avoir, vous devez aller sur YouTube. Et pour ceux qui sont Instagram, je vais mettre la vidéo sur mon compte Instagram et je vous enverrai le lien de mon compte, pas Instagram, non, et, Telegram.
et vous pouvez avoir accès directement à la vidéo. Donc, il y a 4 personnes qui besoin rentrer. Désolé, j'ai fini. Donc, je vous dis à tout le monde à la semaine prochaine.